Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures dont voici les principaux titres. Et ce sauvetage en mer, cette opération réussie au large de nos côtes. Dans l'actualité également, le lancement de la plateforme de suivi et évaluation des politiques publiques révolutionnaires, donc pour cette révolution digitale à Djibouti. Israël fait du mois de Ramadan la date butoir pour une offensive contre Rafah. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par ce sauvetage en mer. Le port de Djibouti a orchestré aujourd'hui une opération de secours sans précédent, assurant le rapatriement sécurisé des passagers du navire Rubimar battant pavillon du Belize dans les eaux troublées du sud de la mer Rouge. Le Rubimar a été la cible d'une attaque déstabilisante hier, obligeant le commandant et son équipage à évacuer le navire par mesure de sécurité. Au total, 24 membres d'équipage ont été pris en charge, parmi lesquels 2 ont été blessés. Leur diversité reflétait la richesse de la mer et des nations qu'elle connecte. En syrien, 6 Égyptiens, 3 Indiens et 4 Philippins. L'appel au secours lancé par le Rubimar a été entendu par les autorités portières de Djibouti, qui ont répondu avec une rapidité et une efficacité exemplaires. L'intervention rapide a permis d'assurer l'arrivée des passagers sains et saufs à 16h46. Cette opération de sauvetage au large de Djibouti souligne une fois de plus le rôle crucial que joue le port de Djibouti dans le maintien de la sécurité maritime et dans l'assistance aux navires en détresse. Ce geste de solidarité internationale ne fait que renforcer la réputation de Djibouti en tant que bastion de sécurité et de stabilité dans une région souvent agitée par les tempêtes géopolitiques. Et à cet effet, je vous propose de suivre cette intervention du président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Aujourd'hui, la capitainerie des ports de Djibouti a secouru un équipage d'un navire battant pavillon de Belize, ayant à son bord 21 000 tonnes d'engrais. Et si on dit engrais, c'est explosif, et c'est classe 5.1 dans les codes de l'Organisation mondiale maritime, AMO Digicot. On a secouru l'équipage. L'équipage a abandonné le navire. Ils sont venus à bon bord à Djibouti. Le navire a abandonné. Mais c'est un risque potentiel pour la mer Rouge et pour le monde. On a une bombe à Belmende. On a une bombe à Belmende. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui contrôle ce navire. Nous avons juste évacué l'équipage. Dans l'actualité également, et dans le cadre de la tournée régionale du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, la 3e étape de sa tournée, elle s'est poursuivie dimanche 18 février dans la région d'Arta. Outre les membres de son bureau, en l'occurrence la première vice-présidente Safia Elmi, le secrétaire Kester Ibrahim Ahmed Abdo, et enfin le secrétaire du bureau Seleban Dahir Bilé, le président de l'Assemblée nationale était accompagné par ses administrateurs conduits par le secrétaire général Ismaël Goubal Boudine. Goulal Boudine, à son arrivée à la préfecture, le président de l'Assemblée s'est entretenu brièvement avec le préfet de la région pour instaurer un climat de concorde nationale qui repose sur un engagement aux politiques de développement économique.
Au cours de la journée, la délégation a enchaîné les visites et les rencontres des élus, des cadres de la région, des femmes de la région d'Arta, puis ils se sont rendus au bureau du conseil régional où ils ont rencontré les élus de la région. nabada carta gobolkii dalxiiska carta degmada martida soorta ku soo dhawo dalayta maxamed dalayto dugsigii nabada carta. Ensuite, ils se sont rendus au bureau du conseil régional où ils ont rencontré les élus locaux de la région, les représentants des services déconcentrés de l'État tels que l'ONEAD, l'EDD, le MENFOP, Télécom, la CP, etc. Dans la foulée, le président du conseil régional a étayé à sa note les efforts déployés par les responsables du conseil régional pour renforcer notamment la concorde nationale. عندي نجاحو دليتا محمد دليتو dadkaaga ku sugayo ku taagan dariiqe dadkaaga ku sugayo ku taagan dariiqe mas'uulka dalkiisiyo u dadaala shacabko salaandiina nagaaho duleyta. Et à cette occasion, le président du conseil régional, Elmi Bouh, a souhaité tout d'abord la bienvenue au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la visite au chef-lieu et vous êtes le bienvenu. Depuis la création de notre région, par son Excellence, M. Ismaël Omer Guelleh, la décentralisation, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous étiez à son côté pour la création de la région d'Arta, dont nous voici aujourd'hui recueillir les fruits du développement et de la décentralisation. Quant au préfet de la région, Hassan Dabalé, il a tout d'abord remercié la population d'Arta pour leur accueil chaleureux et fraternel, pour avoir accueilli le troisième homme politique de la nation et ses accompagnateurs. Souhaiter la bienvenue à l'honorable président de l'Assemblée nationale et sa délégation qu'il conduit dans la région mythique d'Arta. Monsieur les honorables, nous remercions par la même occasion cette population qui nous a accueillis avec ferveur ce matin, qui nous a accueillis, un accueil qui nous a réservé, un accueil chaleureux en notre nom au président de l'Assemblée nationale. Ce qui nous réunit en deux mots aujourd'hui, c'est la visite du travail de la caravane parlementaire qui vient s'enquérir de doléances de ces électeurs qui vont leur soumettre d'ici jusqu'à l'après-midi leurs doléances, sans oublier bien sûr les services déconcentrés qui sont là et les locales qui auront une assise avec le président cet après-midi. Et en prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a rappelé dans ses propos la création de la région d'Arta. Je voudrais rappeler cette histoire qui est très importante pour la région d'Arta, à savoir que c'était difficile la création d'Arta, même si 90% ou 99% c'est le président, moi je suis rentré par 1%. Mais c'était un peu difficile parce que l'idée du président, c'est qu'il ne pouvait pas accepter quelqu'un qui est né à Arta puisse descendre à Djibouti pour avoir un acte de naissance. Il ne pouvait pas accepter quelqu'un qui est à Karta, qui puisse aller de Karta jusqu'à PK51, aller à Dikil pour aller chercher son acte de naissance. C'était quelque chose de difficile. Deuxième problème qu'on a eu, Allah yarhamou Ahmadini, c'était un peu difficile de les convaincre. Mais le président l'a convaincu pour la cause de Karta. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez imaginer
que quelqu'un qui a accouchement, parce que le Karta à l'époque dépendait de la région de Dikil. Il doit descendre de Karta, doit venir à PK51, prendre une voiture ou un bus, aller là-bas, revenir. Et même, il y a eu une opposition. Mais je vous assure que cet argument a convaincu Ahmadine à la seconde. C'est pour vous dire que vous avez une histoire. La création d'Arta a une histoire. Même si j'ai 1% à l'intérieur et j'ai eu je suis fier d'avoir participé à la création et passé. Et en plus, il fallait, si on a donné la chance aux régions une année, parce que vous vous rappelez, Monsieur le Président, on avait donné 50 millions à chaque région. C'est parce qu'on voulait que la région d'Arta soit au même niveau que les autres, même les autres qui avaient déjà des résidents, ils étaient déjà, pour qu'ils puissent, quand on crée les conseils nationaux, le conseil régional, vous puissiez être du même niveau. Et d'ailleurs, vous avez bénéficié aussi de beaucoup de choses parce qu'on a commencé la décentralisation. Le seul qui avait résisté, c'était Arta. Ensuite, la délégation conduite par le président du Parlement a mis le cap vers le département principal, l'observatoire géosismique de la région. Eh bien, sur place, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dilleta, et son équipe ont été accueillis chaleureusement au sein de cette entité, de ce centre sismique. Le président de l'Assemblée nationale, les députés de la région, membres de l'hémicycle national, comme Mme Aïcha Mahmoud et Abdullahi Omar, les responsables de ce centre, les ingénieurs. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu et au centre et a mis un point d'honneur à rencontrer le colonel de l'académie militaire qui a tenu à faire une présentation du centre des différents corps et officiers formés aux techniques et aux technologies de guerre et leurs stratégies. nabada carta gobolkii dalxiiska carta degmada martida soorta ku soo dhawo dalayta maxamed dalayto dugsigii nabada carta gobolkii dalxiiska carta degmada martida soorta ku soo dhawo dalayta maxamed dalayto dadkaaga ku sugayo ku taagan dariiqe dadkaaga ku sugayo ku taagan dariiqe mas-uulka dalkiisiyo u dadaala shacabko. À l'instar de l'étape précédente, la délégation parlementaire a pris a mis un point d'honneur de faire la rencontre des membres de différentes catégories sociales de la population vivant dans cette région d'Arta. Et ce, en réponse à l'ordonnance, le président de l'Assemblée nationale a assuré de son intention d'apporter des solutions à leurs problèmes. Le président de l'Assemblée et sa délégation, les membres du bureau, ont rencontré les femmes de la région d'Arta, à savoir des différentes localités. Enfin, la délégation s'est réunie avec les notables des différentes localités de la région au cours desquelles ils ont exprimé leurs doléances du quotidien.
nimcadu waxa ay gudlataa oo saboolnimo ساتك عبدك يسر فيسترت فانت رب ساتر أسر برحمتك ربي إلى ودية النقاصر آخرتنا إلى النقاصر ما هذين ندمات إلى هو الأسر برحمتك يا أرحم الراحمين رب تقبل توبتنا واغفر توبتنا وجب دعوتنا اللهم إنا نسألك عيشة. Dans l'actualité également, nous allons en Turquie où le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, effectue en Turquie une visite de travail du 18 au 20 de ce mois. Lors de cette visite, le ministre a eu l'occasion de rencontrer son homologue de ministre de la Défense de la Turquie pour une réunion bilatérale fructueuse. Ensuite, cette rencontre a permis aux deux parties de signer un accord, trois accords, à savoir sur les subventions de la coopération financière militaire, le troisième mois, donc le protocole de mise en œuvre de l'aide financière. Cet accord renforce les liens de coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense, de la sécurité et démontre la volonté commune de travailler ensemble afin de promouvoir la paix et la sécurité régionale. Ceci renforcera également le partenariat à favoriser une coopération mutuelle entre les deux parties. Et retour à Djibouti pour le lancement de la plateforme Delta, une révolution digitale pour l'avenir. Dans une démarche résolument tournée vers l'avenir, la République de Djibouti a ce matin inauguré sa plateforme de suivi d'évaluation Delta, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de développement pour le pays. Sous la houlette du ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Dawale, cet événement s'est déroulé lors d'un atelier de formation qui s'est tenu au Sheraton. Transformé pour l'occasion en un auditorium dédié à cette initiative d'envergure conçue dans le cadre ambitieux du plan national de développement, le PND 2024, cette plateforme Delta représente un outil novateur et indispensable pour évaluer les progrès accomplis et ajuster ainsi les stratégies en temps réel. Fruit d'une collaboration fructueuse avec le cabinet Delta GIS en intégrant de manière exhaustive les objectifs axes stratégiques du programme phare et du projet PND. La plateforme offre ainsi une vision holistique de l'avancement des initiatives de développement à Djibouti. Plan inclusif et équitable. Nous le savons tous, le plan national de développement représente une feuille de route ambitieuse pour le progrès économique et social du pays et il incarne les aspirations de tout un peuple pour aller vers le développement et sa mise en œuvre ici est essentielle pour les populations actuelles mais également pour les générations futures. Cependant,
Un plan aussi ambitieux qu'il soit, il ne peut atteindre tout son potentiel s'il est constamment suivi, évalué et ajusté pour tenir compte des réalités qui sont changeantes et des ressources qui sont déployées. C'est pourquoi le PNUD, en mon nom, voudrait exprimer donc toute sa reconnaissance et est heureux de pouvoir contribuer à cette étape importante à travers la mise à disponibilité, la disponibilisation d'un logiciel, le logiciel DeltaGIS. Et autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle des ministres des Finances et de l'Économie, M. Elias Moussa Dawali. Nous allons lancer un programme ou une plateforme justement conçue pour pour le suivi et évaluation de nos programmes. Je ne vais pas vous apprendre, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Un pays, comme n'importe quelle organisation, y compris une petite entreprise, elle a besoin de se projeter. Le pays a besoin également de se projeter sur le long terme et réfléchir sur les voies et moyens à atteindre les aspirations de la population. Donc, si je résume ainsi, une vision correspond à des vœux, à une aspiration, à un désir d'atteindre des objectifs. Pour Djibouti, c'est de sortir, c'est de parvenir à être un pays émergent à l'horizon 2035, à pouvoir offrir des opportunités pour n'importe quel Djiboutien dans un bien-être collectif, avec moins de chômage, avec plus de pouvoir d'achat. Ça, ce sont nos aspirations et c'est donc une vision à long terme. De cette vision, en général, nous déclinons des stratégies. Et maintenant, on vient aux décisions, parce que les stratégies correspondent aux décisions politiques par rapport à chaque secteur pour parvenir à cette vision. Et naturellement, la séquence va vers les plans d'action. Donc, vision, stratégie et les actions. Quand je parle des actions et les programmes. Mais tout cela ne feront de sens que s'il y a des mesures de nos performances. Qu'est-ce que nous sommes parvenus? Où est-ce que nous sommes à mi-parcours? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Ces indicateurs, il faut les apprécier. Il faut les définir et il faut les apprécier également. Dans l'actualité également, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu aujourd'hui dans son bureau M. Patrick Jean, le représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. On prépare à cette rencontre M. Aden Hassan, conseiller technique du ministère, le représentant régional des Nations Unies pour le développement industriel et le ministre de l'Environnement ont discuté de l'environnement à Djibouti, notamment la reprise des activités de l'ONUDI dans le domaine de la préservation de l'environnement. Enfin, le ministre de l'Environnement et du développement durable a souhaité un renforcement de la coopération entre Djibouti et l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du développement durable. Et nous allons dans ce journal vous faire découvrir maintenant la localité de Médého et de Mabla. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. علي والولد أفلي علي وحيصير اللي معي عقوله ويرتع علي عقول ما بلا معم أيتي هب الوذلون أيتي هب الوذلون عقول ما بلا معم أيتي هب الوذلون
أيتي هوب الودلون. Situé à 40 km de la ville de Bok, il faut emprunter une piste à partir d'Orobor pour découvrir un paysage complètement différent. Après un parcours assez laborieux, une piste difficilement praticable, on arrive à Médého. أيتي هوب الودلون أيتي هوب الودلون يا مولير أيدا تماملا. Très vite, on est saisi par son paysage, ses cris d'oiseaux et ses milliers de bovins et ovins. Le paysage de Médého et des montagnes de Mabla est un mélange de beauté et de culture locale. Les montagnes forment une chaîne escarpée qui s'élève jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Elles sont couvertes de végétaux abondants, notamment des forêts de pins, des acacias, des diversités incroyables. Des vallées sont parsemées de villages traditionnels. Médého est caractérisé par ces contrastes. Les montagnes. Le paysage de Médého est un endroit idéal pour les randonnées, le camping et l'observation des oiseaux. Les montagnes offrent des sentiers de randonnée à tous les niveaux, des difficultés, avec des vues imprenables sur la vallée. Les villages sont des endroits parfaits pour découvrir la culture locale et goûter à la cuisine traditionnelle, comme cette préparation à base de blé goûté avec de vaches de lait transformées traditionnellement en yaourt nature. Médého bénéficie d'un climat doux et agréable toute l'année. Son altitude et sa proximité aux montagnes assurent des températures oscillant entre 20 à 30 degrés, même pendant les mois les plus chauds. Cette localité a toujours été réputée pour ses vaches, son lait en abondance, en plus de celui du chamel. Médého, ce sont quelques 500 âmes, son école, sa cantine, son centre de santé et sa mosquée. Un ensemble qui a permis au village de garder ses habitants malgré quelques difficultés liées à l'eau, malgré les efforts de la DDS qui a mis en place 4 puits et dont font part ces derniers tout en exprimant leur reconnaissance quant aux différents projets qui ont été réalisés dans les localités. Médého est situé au cœur du Grand Mabla. Nous ne manquons pas de médicaments dans les centres de santé et les infirmiers sont là aussi. Les enseignants sont là et nos enfants vont à l'école et sont nourris à la cantine et ce qui nous manque c'est un forage. Dans la vie, on ne peut avoir tout ce qu'on veut tout de suite, mais ça viendra. La majorité des personnes originaires de Médého viennent passer leurs vacances ici. Profiter de la nature, se reposer tout en conservant leurs liens étroits avec les communautés. Je suis née ici et je suis venue passer mes vacances parce qu'on a le montagne, un climat doux. Tout est là pour développer le tourisme, l'environnement et l'agriculture. Nous avons le réseau 4G aussi. Maintenant, nous voulons produire des fromages. Nous avons le local et le réfrigérateur. Il nous manque juste des machines. Nous remercions le préfet d'Obok pour son appui. Loin des circuits touristiques habituels, Médého offre une expérience authentique et hors du temps. C'est l'endroit idéal pour se déconnecter, se ressourcer et découvrir la beauté cachée de Djibouti. On reste toujours à Médého où la communauté s'organise pour avoir des activités communes. C'est le cas de ce jardin communautaire qui exerce de le maraîchage. On y trouve aussi des oignons, de la basilic, des betteraves, du gombo ou encore de la pastèque. L'association essaie même la plantation de l'eucalyptus qui semble plutôt bien s'adapter dans son nouvel environnement.
Autre activité en commun dans ce même jardin, la mise en place d'un poulailler à un peu de temps. Ce poulailler, c'est très vite développé. Ainsi, cette organisation qui œuvre exclusivement au milieu rural a plusieurs réalisations à son actif. Pour ne citer que quelques exemples, Dalal Afo a pu mener la construction de 4 citernes enterrées à Sadei, des jardins maraîchers dans cette même localité, mais aussi à Wadi Daka, une mosquée à Daka, à Wadi, incluant également un madrasa, un centre d'enseignement coranique et islamique. Dans le cadre de la promotion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'ambassade de France à Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et le Comité national olympique djiboutien, a organisé samedi une journée olympique franco-djiboutienne. Cette journée qui s'est tenue au stade Fahd de Belbela, l'événement sportif s'est déroulé en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, le conseiller de coopération et d'action culturelle, le directeur de l'Institut français de Djibouti, la première conseillère de l'ambassade de France à Djibouti, ainsi que des principaux et des proviseurs d'établissements scolaires, des enseignants encadreurs. Cette journée qui s'inscrit dans la continuité de la démarche collaborative a rassemblé plus de 200 collégiens des lycéens de la capitale, et ce dans le but de leur faire découvrir et apprendre les rudiments des disciplines des Jeux olympiques dans un esprit de partage des valeurs de l'olympisme. Repartis dans différents ateliers, les élèves ont pu découvrir et tester une gamme de sports olympiques connus comme l'athlétisme, le volleyball, le handball, le basketball, le tennis de table, le judo, le taekwondo, le karaté, et le badminton, le rugby, etc. Et je vous propose cette fois de suivre les 2 réactions respectives, celle de la première conseillère de l'ambassade de France, suivie de la vice-présidente du Comité national olympique. Je suis très honorée et très heureuse d'avoir organisé avec l'ambassade cette journée olympique à Djibouti, dans le cadre des Jeux olympiques 2024 de Paris. Cette journée regroupe 7 établissements scolaires de tous les coins de Djibouti-Ville, et également le lycée français et l'école de la nativité. Donc les enfants, une centaine d'enfants ce matin et une centaine d'enfants cet après-midi, avec leurs professeurs de sport, vont tester des sports parfois assez méconnus et qu'on n'enseigne pas à l'école. Donc ils vont pouvoir essayer tous ces sports, voir si ça leur plaît, et puis surtout rencontrer des copains d'autres établissements. Donc je remercie vraiment beaucoup tous nos partenaires, le MENFOP, bien évidemment, le Comité national olympique, les FFDJ qui sont là aussi en soutien. Je remercie également le secrétariat chargé des sports pour nous avoir prêté ce complexe magnifique à Balbala pour passer cette belle journée. Et j'espère vous voir tous très rapidement à Paris pour cette belle fête olympique. Nous avons organisé cette journée en collaboration avec l'ambassade de France et le MENFOP. C'est une très belle journée qui a pu réunir une centaine d'enfants de différents établissements et qui ont pu découvrir le rugby, qui est une activité qui n'est pas du tout enseignée à Djibouti. Et d'ailleurs, ça a remporté un franc succès. C'est l'atelier qui a remporté le plus de succès. Il y a aussi des ateliers où ils peuvent découvrir les Olympiades passées, l'histoire de l'olympisme, les valeurs olympiques, la rencontre avec une jeune olympienne qui a participé aux Jeux olympiques de Londres 2012. C'est une journée qui est bien chargée et on continuera dans l'après-midi aussi. Je suis très heureuse d'être là et très heureuse d'avoir organisé cette journée en collaboration avec l'ambassade de France et le MENFOP. Nous avons également pu recueillir pour vous cette réaction du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub. Nous organisons aujourd'hui une journée olympique
en collaboration avec l'ambassade de France et le Comité national olympique. Cette journée s'inscrit donc dans un programme qui a débuté déjà il y a 2 ou 3 mois avec déjà les concours de meilleurs commentateurs sportifs et ce programme va se poursuivre jusqu'au mois de septembre prochain en passant par le mois de juillet pour les Jeux olympiques et au mois de septembre pour les Paralympiques. Et donc ce sont des activités qui allient sport, francophonie et donc cela permet à nos jeunes aussi bien de connaître l'histoire et les valeurs des Jeux olympiques, mais également aussi de développer la maîtrise de la langue française parce que derrière toutes ces activités, l'objectif aussi c'est la promotion de la francophonie à Djibouti. Et donc je voudrais remercier à ce titre l'ambassade de France et plus particulièrement aussi donc, le conseil culturel, M. Eric Chevrel, qui depuis son arrivée a impulsé une dynamique très positive et qui nous permet donc aujourd'hui d'avoir des activités très diverses et très diversifiées pour nos jeunes scolaires. Donc ce sont des activités comme ça qui permettent de développer les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de tolérance et de partage, mais également aussi les valeurs de la francophonie. Donc merci au Comité national olympique, merci à l'ambassade de France et merci à tous les organisateurs qui sont sur le terrain et qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions. L'esplanade de la Bibliothèque nationale a abrité hier des présentations des mariages traditionnels à Faré, Somalie. Ont participé à l'événement le conseiller technique principal, Idriss Moussa, l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, directeur général de l'ANPC, M. Mohamed Hussein, plusieurs ambassadeurs accrédités en République de Djibouti, parmi lesquels figure celui de la Russie, de la Turquie, de l'Inde, de Cuba, de la République populaire de Chine, de la doyenne ancienne parlementaire, Madame Aïcha Mohamed Roblé, l'artiste féru de la culture, de nombreux invités et l'ensemble des responsables des CDC de la capitale. Objectif de démonstration des cérémonies de mariage traditionnelles simulées est de raviver et d'exalter les valeurs ancestrales, la procession du couple pour l'accompagner jusqu'au foyer niçoyeux pour la lune de miel et couronné par des chants rituels, des chants religieux, des kassaïdes avec des éloges dans une ambiance festive, ambiance que je vous propose de suivre. Et je vous propose cette fois de suivre l'intervention de la conseillère Madame Madina Saleh. Salam alaikum. Nous nous trouvons cet après-midi au département de la bibliothèque de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. C'est un joyau culturel qui a été inauguré il y a quelques années par le président de la République. Donc cet après-midi, on a pu organiser une simulation de mariage de la communauté Afar et Somalie. Cette activité vient clôturer l'ensemble des activités qui ont été lancées le 21 janvier dernier sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Son Excellence Dr Hiboum Minassowe. Ces activités ont été lancées le 21 janvier et donc la clôture se fera le 21 février au Palais du Peuple. Donc, concernant l'activité de cet après-midi, c'est une simulation de mariage traditionnel. L'activité a été organisée par la direction de l'insertion sociale des jeunes du volontariat, à sa tête la directrice Madame Roqia, et les jeunes acteurs étaient des jeunes issus des différents CDC.
au sein desquels ils apprennent, bien sûr, les différentes étapes du mariage, mais aussi ils apprennent tout ce qui est attrait à la culture et aux traditions de notre pays. Cette activité qui étant donc la dernière de toutes les activités organisées durant le mois, bien sûr qui clôture ainsi l'ensemble des activités, nous a permis de faire une belle découverte, ce qui est attrait au mariage traditionnel. Nous avons donc pu voir les différentes étapes très brièvement. Bien sûr, à cause du temps, nous n'avons pas pu voir l'ensemble des différentes étapes puisque le mariage traditionnel dure 7 jours, aussi bien pour la communauté afar que Somali. Nous nous sommes focalisés donc plus sur la dernière soirée, c'est-à-dire la cérémonie durant laquelle les jeunes mariés sont conduits chez eux. À côté également, nous avons pu faire une dégustation culinaire de différents plats traditionnels. Ça a été une découverte pour nos invités de marque. Je remercie donc l'ensemble des personnes qui se sont déplacées et nous remercions également la ministre pour tout le soutien qu'elle nous apporte pour les différentes activités et ainsi que le point d'honneur qu'elle met à ce que l'ensemble des activités se déroulent dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Et cette formation a permis de conduire catégorie BC pour 40 jeunes du CDC de Tadjoura. La cérémonie inaugurale a été honorée par la présence du préfet de la région, Mohamed Ahmed Abbas, du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette initiative d'une durée de 3 mois incarne l'engagement du ministère de la Jeunesse et de la Culture et ce conformément à ses attributions d'accompagner l'insertion économique des jeunes en leur offrant ainsi l'opportunité d'emploi dans le domaine de la logistique et du transport. Après la région du Sud, c'est une grande opportunité pour la jeunesse de Tadjoura de profiter de cette occasion parce que lorsque je dis cette occasion, parce qu'ils vont passer l'examen à Tadjoura, ils vont suivre la formation à Tadjoura et c'est une opportunité pour saisir. Monsieur le préfet, ce sera la première phase aujourd'hui pour les jeunes de Tadjoura. Si cette première phase se concrétise dans la meilleure condition, on poursuivra la deuxième phase sur ce projet d'autonomisation des jeunes de la région de Tadjoura. L'objectif de cette formation, c'est autonomiser au moins les jeunes de la région de Tadjoura pour s'insérer dans le milieu professionnel. Je transmets un message aujourd'hui à la jeunesse de Tadjoura de prendre soin et d'être assidus pour suivre ce projet. Va durer pendant 3 mois en théorique et en pratique. Chacun bénéficiera aussi d'10 leçons de conduite. Voilà, je vous dis de profiter de cette occasion et merci tous. Et le préfet de la région s'est également exprimé en ces termes. Vous avez eu l'opportunité d'avoir chez vous une formation qui pourra vous faire une promotion dans votre vie active. Dans la mesure où, comme l'a bien souligné, ces derniers temps, nous avons tendance à en avoir beaucoup de jeunes qui conduisent surtout le véhicule qu'on appelle Bajaj dans la région de Tadjoura. Il y a plus de 100 quelques, je ne sais pas, 200, un nombre qui ne dispose d'aucune pièce justificative pour pouvoir conduire ces véhicules dont il doit obligatoirement avoir un permis de conduire pour pouvoir conduire ces véhicules. Il y a mes connaissances, une personne qui ne dispose d'aucune pièce, s'il conduit une voiture, on peut l'interpeller pour 6 mois d'emprisonnement ferme. 6 mois, hein, je dis bien 6 mois, sans rien faire. J'en profite à cette occasion pour vous souhaiter une très bonne formation
qui puisse relever vos défis, qui puisse rehausser votre profil pour les années à venir. Et je vous encourage à y participer, à ne pas être à s'absenter surtout de la formation. Sachez qu'une personne, si il ne participe pas à 2 formations, alors vous serez éliminé d'office. Il y en a d'autres qui ont besoin de cette formation. Alors, il ne faut pas la prendre à la légère. Profitez-en. Et suivant cette fois cette réaction d'un des bénéficiaires de cette formation ont permis de conduire. Je m'appelle Fatouma Hassan Hamed, une des bénéficiaires de la formation à la conduite du permis de catégorie B. Nous sommes ici aujourd'hui au CDC de la région de Tajoura pour le lancement de la formation de conduite de la catégorie B. C'est une très grande opportunité pour nous, pour moi et pour mes collègues, parce qu'avant, on s'est déplacé à Djibouti pour la formation. Aujourd'hui, nous faisons une formation dans notre ville de Tajoura. Nous remercions tous les personnels qui se sont déplacés aujourd'hui pour le lancement de la formation. Nous remercions Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, pour la décentralisation de la formation de conduite. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Israël fait du Ramadan la date butoir pour une offensive contre Rafah. Le ministre israélien Rémi Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou, a averti hier dimanche qu'Israël lancerait une offensive contre la ville de Rafah si les otages israéliens détenus à Gaza n'étaient pas libérés d'ici au mois de Ramadan, mois saint des musulmans qui doit commencer autour du 10 mars. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.